Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Studio Lacan. À l'heure où la science est ramenée à la statistique, où la médecine relève de l'evidence-based medicine et où le capitalisme est parvenu à tout mettre en chiffres, bref, à l'heure où tous les champs de notre société sont régis par la tyrannie de la norme numérique, qu'est-ce qui peut encore faire figure d'anomalie créatrice ? Comment défendre la normale de chacun dans son rapport singulier à la jouissance? Quelle nouvelle richesse normative peut-on encore faire valoir? Autant de questions que nous aborderons aujourd'hui à partir des travaux de Georges Canguilhem avec notre invité. Pierre Daled est philosophe, spécialiste de l'auteur du normal et du pathologique. Il nous montre toute l'actualité de la pensée de Canguilhem, dont le travail s'avère aujourd'hui incontournable pour comprendre le monde contemporain. Notre rubrique « L'écho de la culture » accueillera la psychanalyste Eva Carrère-Naranjo, venue nous parler de la pièce de Koltès, Roberto Zucco. Pour son actualité de la psychanalyse, Ricardo Saldes nous présentera le congrès à venir de l'Association mondiale de psychanalyse, consacré à l'aphorisme de Jacques Lacan « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Cette émission sera donc placée sous le signe de l'impossible et de l'invention. A tout de suite. Bonjour Pierre Daled, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce studio Lacan. Vous êtes docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles et agrégé de l'enseignement supérieur, professeur à l'Université libre de Bruxelles, chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique et co-titulaire de la chaire d'éthique de l'ULB. Vous avez publié ou dirigé entre autres, dernièrement, Georges Canguilhem, 80 ans après le normal et le pathologique. Ici, le concept d'anomalie chez Georges Canguilhem, Médecine et résistance, 1904-1945, classique Garnier, et L'envers de la raison, alentour de Canguilhem, Vrin, 2008. J'aimerais vous poser une première question par rapport à ce volume de 800 pages. Votre livre est une somme. 800 pages pour ce premier volume, qui s'arrête en 45. Et on peut supposer qu'il y aura un second volume allant de 45 à 95. J'aimerais vous poser une première question. Comment avez-vous rencontré l'œuvre de Canguilhem, dont les éditions Vrin viennent de publier les œuvres complètes de 2011 à 2025? Et pourquoi Georges Canguilhem est devenu si central depuis plusieurs années, quand je vous lis, depuis au moins 20 ans, dans votre recherche et dans votre écriture? Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à vous faire part de mes réflexions sur Georges Canguilhem. La découverte de Georges Canguilhem, un hasard, indirectement, dans le cadre de ma thèse de doctorat en philosophie qui portait sur l'histoire intellectuelle de l'Université libre de Bruxelles au XIXe siècle, j'ai constaté que les courants philosophiques qui ont animé mon université au XIXe correspondaient à l'opposition en France entre le spiritualisme de Victor Cousin et la médecine matérialiste de Broussais.
Si je connaissais Cousin, je dois reconnaître que je ne connaissais pas Brousset, qui m'avait fort peu été enseigné. Je me suis dit, qui est Brousset ? Je me suis dirigé vers l'ouvrage de Jean-François Bronstein, canguilhémien bien connu, et au travers du travail de Jean-François Bronstein sur Brousset, en note de bas de page, Jean-François Bronstein signalait que les 2 rares auteurs à s'être intéressés ou à avoir relativement écrit sur Brousset étaient entre autres Georges Canguilhem et Michel Foucault. Et j'ai donc, Foucault je connaissais, mais Canguilhem, mes professeurs, lors de mes années de formation, ne m'avaient pas parlé de Canguilhem, leurs préoccupations étaient autres. Et j'ai donc lu l'essai sur le normal et le pathologique, et j'ai été, comme dit Debrue, sans doute séduit, en tout cas frappé par l'intelligence de l'auteur et par les hypothèses qu'il développe, entre autres sur le concept, enfin pas sur le concept, sur ce qui serait une réalité selon lui de la normativité biologique, et également la thèse qui me semblait intéressante, qui est la sienne, selon laquelle, dit-il, le normal n'a pas la rigidité d'un fait de contrainte collective, mais la souplesse d'une norme qui se transforme dans une relation à des conditions individuelles. Et pour terminer ma réponse, c'est donc à la fois la thèse de la relativité, qui n'est pas relativiste, mais de la souplesse du normal, et l'hypothèse de la normativité qui a décidé chez moi de m'intéresser un peu plus à cet auteur. À cet auteur et à ce livre-là, Le normal et la pathologie, qui dans cette édition fait la moitié de ce livre. Et vous oui, alors je suppose que si on a le malheur de voir l'épaisseur de mon ouvrage comparé à la finesse de celui de Canguilhem, mais ça s'explique car il y a une partie théorique. J'ai commencé par réfléchir sur le plan théorique à l'argumentation canguilhémienne, et je suis arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas comprendre sa réflexion théorique sans la dimension biographique, la vie du personnage qui est ce qu'elle est. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Ah oui, ça rejoint ma deuxième question. Je constate que pour écrire ce livre, vous vous êtes déplacé. Vous n'êtes pas resté dans un cabinet de lecture comme certains le font. Vous vous êtes déplacé là où Georges Canguilhem a enseigné, voire là où il a combattu l'ennemi. Vous êtes déplacé à Strasbourg, vous vous êtes déplacé à Clermont-Ferrand et dans d'autres villes, vous avez fouillé dans les archives, et quand on voit la liste des archives que vous avez compulsées, c'est étonnant, vous avez fait des découvertes, vous avez rencontré plusieurs de ses proches, et notamment son fils, Bernard Canguilhem. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez découvert là, effectivement, de très singulier ? Alors, comme je l'ai dit, au départ, j'avais rédigé un texte théorique sur les réflexions philosophiques de Georges Canguilhem, et il apparaît que son parcours, sa réflexion philosophique ne peut pas être dissociée de sa vie, de sa biographie et de cet engagement concret dans la résistance. Alors, Canguilhem entame des études de médecine, il est déjà philosophe, il entame des études de médecine en 1936 et il défend sa thèse en 1943. C'est l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas considérer cela comme une période banale. D'autant plus que Georges Canguilhem, remplaçant Cavaillès à l'université de Strasbourg, repliée dans la ville de Clermont-Ferrand, sera à la demande de Cavaillès, lui succédera dans la résistance. Alors la raison pour laquelle j'ai voyagé et fouillé, pas toujours avec succès, on fouille beaucoup de manière... bon, on fouille. Vous avez fouillé. J'ai fouillé. On le voit dans les notes en bas de page, il y a plein d'acronymes dont j'ignore le sens. On voit que vous êtes allé dans les bibliothèques, dans les... Alors, la raison en était la suivante. Georges Canguilhem, à l'époque où j'ai mené mes recherches, et avant que les œuvres complètes n'entament la publication des volumes, Canguilhem ne s'est pas beaucoup exprimé sur ses activités de résistant. Et généralement, j'ai pu constater que les résistants, une fois la période passée, tendaient à être discrets.
Or, je me disais qu'il fallait essayer d'en savoir un petit peu plus. Et donc, le travail sur les archives a tenté, et le contact avec des témoins d'époque ou qui l'ont connu, d'essayer d'établir des faits historiques concernant les agissements de Canguilhem, qui ne les a jamais contestés, mais ne s'est jamais beaucoup étendu, si ce n'est dans certaines évocations que l'on dira abstraites, comparées à la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain, et cet épisode de l'engagement dans le maquis au Mont-Mouchet, dont on ne savait pas trop ou pas suffisamment que cet épisode aurait pu être fatal à Georges Canguilhem, puisque l'ensemble de la compagnie, l'ensemble des malades, des blessés qui l'accompagnent, tombe dans une agression de la pire brutalité, bien sûr, de l'occupant, et tout le monde décède, à l'exception de Canguilhem et d'un autre personnage. Ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est cette imbrication, on a l'impression chez Canguilhem, du philosophique et du politique, où finalement, par cet acte de résistance, on ne sait pas bien la notion de résistance centrale, et est-ce que c'est finalement la résistance politique qui inspire cette philosophie à Canguilhem, ou l'inverse? Comment on pourrait articuler ces deux versants de la résistance? Alors, c'est une bonne question. J'ai tenté de la clarifier dans un article publié il y a peu dans la revue Cité. Sur Jean-Claude Lanné. Voilà, voilà. On la voit ici. Lecteur attentif. Alors, la question est la suivante. Est-ce la résistance politique qui nourrit la résistance philosophique ou épistémologique, ou est-ce l'épistémologie qui nourrit ou qui a motivé ou qui a initié la résistance politique? Bon, c'est une question débattue par d'autres lecteurs de Canguilhem. Je pense que si l'on regarde les écrits de Canguilhem, les réflexions de Canguilhem, dès 1926, Canguilhem répond à un questionnaire intitulé « Que pense la jeunesse universitaire ?» On est en 1926. Ses propos sont clairs et entiers. Il dit, je le cite de mémoire, qu'il faut être prêt à toutes les luttes, en littérature comme en politique, contre ceux qui rendent les choses troubles. On est en 26. En 24, Canguilhem termine ses études, et en 26, il dépose son diplôme d'études supérieures, son travail sur Auguste Comte, dans lequel il n'analyse pas les notions de normal et de pathologique, mais il jette également les bases, je dirais, de sa position philosophique, qui est une philosophie principalement évaluative, une philosophie des valeurs, mais qui, selon moi, c'est une des thèses que je soutiens dans mon ouvrage, comporte une part d'objectivité. Canguilhem a fait des études de médecine qu'il a réussi. Je pense que s'il avait maintenu qu'il n'y a pas de loi de la vie, il n'aurait pas réussi avec brio, puisque lors de mes recherches dans les archives, j'ai eu le plaisir de dépoussiérer ce dossier d'études et de voir qu'il a brillamment réussi, bien entendu, ses études de médecine. Donc je pense, et cela répond à la question, que Canguilhem a défendu envers et contre tout, avec force et parfois provocation, une philosophie des valeurs, mais que c'est une philosophie des valeurs qui ne nie pas qu'il y a des lois du vivant. Et donc, ce personnage, en 26, a déjà ce côté, comme dit Jean-François Bronstein, insurrectionnel, et en même temps, il y a pour lui des faits objectifs. Et l'arrivée de la médecine nazie, puisque ce qui se passe avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, c'est que vont se mettre en place des tribunaux de santé héréditaires qui seront les entités qui pourront décréter les décisions de stérilisation. On est dans une période d'un eugénisme qui vise à éliminer ce que l'on appelait à l'époque, je cite bien sûr, les anormaux. Et c'est dans ce contexte général, on ne peut pas penser que Canguilhem l'ignorait, même s'il ne les désigne pas nommément dans son travail, c'est dans ce contexte d'un eugénisme visant à éliminer les anormaux. On peut penser au texte de Richet, la sélection humaine, qui
prônait l'élimination des anormaux, Alexis Carrel, qui parle d'une aristocratie biologique. Donc je pense que là, il y a un contexte qui n'a pu que rencontrer l'état d'esprit insurrectionnel de Canguilhem. Donc je pense qu'il y a eu une résistance, évidemment, à l'occupant, mais que sa philosophie aussi, et je pense qu'on y viendra, est sans doute une tentative aussi de résister, alors avec succès total ou pas, de résister à un état de pensée général d'un déterminisme génétique intégral. Mais écoutez, peut-être qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie de l'émission et accueillir tout de suite notre collègue Eva Carrère-Naranjo pour son écho de la culture. Eva Carrère-Naranjo, bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'ECF, et aujourd'hui vous nous parlez de la pièce de Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès. Oui, car le vecteur théâtre et psychanalyse de l'Anvers de Paris organise une rencontre le mercredi 1er avril au Théâtre 14 à Paris avec France Jégu, qui est psychanalyste membre de l'ECF, et Rose Noël, metteuse en scène. Donc, cette pièce, Roberto Zucco, raconte l'évasion et la cavale d'un meurtrier et elle repose sur un fait divers, celui de Roberto Zucco avec un S, un tueur en série italien qui a sévi dans les années 80 en France et en Suisse. La pièce de Coltès se déroule au moment où Roberto Zucco, emprisonné après avoir commis le meurtre de son père, s'échappe de prison et se lance dans une folle évasion émaillé de rencontres avec différents personnages, avec qui il discute et que parfois il tue, semblant répéter le passage à l'acte initial, sous l'effet de cette contrainte intérieure, un signal dans la tête, nous dit-il, qui l'y pousse et sans aucun effet résolutoire, ce qui le conduit inexorablement à sa chute mortelle. Et alors, en quoi cette pièce permet-elle de traiter de la question de la norme ? En guise d'introduction de la pièce, on assiste à une discussion entre les deux gardiens de la prison où Roberto Zucco est enfermé, autour de la question de l'anormalité des meurtriers, de ce qui les différencie de nous. Ils s'interrogent sur l'endroit où se logerait l'instinct meurtrier. Peut-être dans le sexe, avoue avoir pensé l'un d'entre eux, après les avoir longuement regardés sous la douche. Mais il conclut qu'il n'y a rien à tirer de tout cela. Au fond, ce n'est pas dans le registre du visible que l'anomalie peut être repérée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne saute pas toujours aux yeux. Cette question traverse en filigrane toute la pièce. Alors, comment repérer ce qui dévie de la norme ? À travers ce texte superbe, on s'aperçoit que loin de pouvoir se voir, le côté hors norme peut bien plutôt s'entendre. La singularité de l'énonciation de Roberto Zucco, son rapport si singulier aux mots, laisse entendre son côté hors discours, son côté sauvage, au sens où la pulsion ne se laisse pas chez lui gentiment domestiquer. Bien qu'il cherche à se définir comme un garçon normal, ou qu'il nous dise qu'il est normal de tuer son père ou sa mère, c'est tout le contraire que ses actes et paroles indiquent. Dans un permanent effort d'autonomination, il ne trouve pas de point d'arrêt à sa dérive signifiante qui le mène à sa chute finale, où il finit par rejoindre son être de déchet, se laissant choir du toit de la prison. Oui. Est-ce que ça aurait du sens de réduire cette part hors norme comme ça qui est la sienne à un diagnostic ? Alors, la metteuse en scène Rose Noël a pu indiquer qu'elle se refusait à réduire l'âme du criminel au diagnostic de schizophrénie. Et il est vrai que l'écriture de Coltès, riche et poétique, nous donne bien plutôt un aperçu de la singularité de ce criminel, de ce qu'il a de vivant et de son rapport à la jouissance non régulée par une quelconque norme. Il n'a pas, pourrait-on dire, trouvé sa normativité, et c'est par des passages à l'acte qu'il répond à cette jouissance envahissante. Cette pièce nous rappelle donc combien seule l'écriture poétique permet de cerner le réel en jeu.
Merci beaucoup Eva Carrère pour cet écho de la culture. Voilà, la production d'une norme par un individu, on voit bien avec Roberto Zucco, on est plutôt du côté de la psychiatrie et d'une maladie mentale s'il en est. Comment est-ce qu'on peut attraper ça dans la philosophie de Georges Canguilhem et peut-être la médecine des corps chez Canguilhem également? Alors, dans sa thèse de doctorat en 1943, Canguilhem dit explicitement que son ambition est d'importer dans la physiologie une conception du normal héritée de ceux qu'il appelle les psychiatres contemporains. Alors, Canguilhem précise bien, et il faut faire cette distinction, et c'est le cas de sa thèse de doctorat en 1943, que c'est une thèse de doctorat qui pose la question du normal et du pathologique sur le plan somatique. Il ne parle pas de la dimension psychologique. Cela étant, il le dit explicitement, son ambition est d'importer dans le domaine de la physiologie, du somatique, de l'organique, une conception du normal qu'il dit héritée des psychiatres contemporains. Il cite entre autres un propos de Henri Hay qui dit « Le normal n'est pas un jugement de réalité, c'est un jugement de valeur ». Et Canguilhem dit « Il suffirait de remplacer dans cette définition le contexte psychologique par physiologique pour obtenir une très bonne définition du concept de normal que les médecins utilisent tous les jours sans se soucier d'en donner une définition précise. » Donc la tentative, et elle est bien sûr complexe et les questions vont intervenir, comment peut-on introduire l'idée que le normal sera un jugement de valeur dans l'organique? Si valeur au sens du Lalande auquel Canguilhem se réfère sûrement est le caractère des choses qui consiste en ce qu'elles sont plus ou moins estimées par un sujet ou un groupe de sujets, on peut comprendre qu'un sujet conscient émette certaines préférences, des jugements appréciatifs, mais l'ambition de Canguilhem, et c'est là où l'ouvrage à mon avis est intéressant par l'hypothèse qu'il fait, il considère que ce qu'il appelle aussi cette normativité se retrouve dans le vivant au sens large, et pas que dans le vivant humain. Or, Canguilhem dit, je sais qu'on pourrait me faire le reproche ou l'accusation d'anthropomorphisme, il dit « Je ne prête pas au vivant des caractéristiques du vivant humain, mais je me demande, dit-il, pour le citer de mémoire, comment cette normativité inhérente à un sujet humain ne serait pas en germe dans la vie. » Et donc, il dit que selon lui, le vivant n'est pas compréhensible, ce qui ne veut pas dire qu'il l'explique pour autant par là, mais il dit, il me semble que le vivant n'est pas compréhensible si l'on considère le vivant comme une matière passive. Et donc, il fait l'hypothèse que la matière vivante se donnerait ses propres valeurs. Et toute la question que l'on peut bien sûr lui poser à ce stade-là, s'il reconnaît que ces valeurs sont inhérentes à une conscience, comment une matière vivante, et il parle des mouches, des drosophiles, pourrait se donner des valeurs. Il dit que la vie est vie, sans préciser humain, il dit la vie est position inconsciente de valeur. Or, on a quand même l'impression que la valeur renvoie à la conscience. Est-ce que les valeurs sont inscrites dans le programme de la vie ou au contraire, elles ne sont pas inscrites? Et donc, la vie qui se donne à elle-même des valeurs excède ce que la science biologique pourrait en dire. Est-ce que les valeurs, par exemple, ne sont pas inscrites dans le programme et donc la vie invente? Si je comprends bien votre question, et c'est toute, je dirais, la subtilité de la position canguilhémienne, je l'ai dit, Canguilhem ne nie pas que la vie est régie par des lois. Il y a de la science. Il y a de la science. Et des faits. Et des faits. Il maintient néanmoins, il émet l'hypothèse de la normativité, d'une normativité biologique. Bon, et cette normativité, je répète ce que je viens de dire pour essayer de répondre à votre question. Cette normativité biologique tient au fait que la matière vivante n'est pas une matière passive. Il considère que ces concepts, enfin non pas que ces concepts, que ces états de normalité ou de pathologie, que le vivant ne peut pas se comprendre en dehors de son milieu. Et il considère que le vivant dialogue
que ce n'est pas une matière déterminée en sens unique par le milieu dans lequel il se trouve. Donc le vivant est en dialogue, débat. Il aime la notion de débat, et ce concept de normativité qu'il aurait pu trouver ou façonner à partir des recherches, des travaux de Kurt Goldstein, qui lui parle de responsivité. Donc l'idée que le vivant répond à son milieu. Ce n'est pas de la matière passive. Alors je voudrais préciser aussi, et là peut-être que ça répond à votre question, c'est que Canguilhem n'ignore pas qu'il y a des lois de la vie, et que si le vivant se donne des valeurs, c'est l'hypothèse que je soumets, c'est que ces valeurs restent dans le cadre des lois de la vie. Donc Canguilhem le dit, c'est une loi de la vie que de respirer. Cela dit, ça ne veut pas dire pour autant s'il faut respirer beaucoup ou peu, pour donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Mais jamais Canguilhem n'a dû répondre à un de ces examens de physio qu'on pouvait se dispenser de respirer. On voit la dimension politique même dans cette thèse. Il y a un fait, mais il y a un dialogue, il y a une réponse, donc il y a comme une réalité du monde, mais le monde appelle aussi qu'on réponde à sa réalité. Alors, je pense que même si dans sa thèse de doctorat, il ne cite pas certains auteurs, nous sommes en 36-43, je l'ai déjà dit, dans une période où la médecine allemande est le lieu de discours selon lesquels l'hérédité tout est héréditaire. Ces discours se trouvent également dans d'autres pays, mais l'accession d'Hitler au pouvoir donne la possibilité de mettre en acte ces programmes d'eugénisme qui visent à éliminer ce qu'ils appellent les anormaux. Alors Canguilhem ambitionne sûrement, comme Michel Morange l'a souligné, de répondre et de résister à un courant dominant de déterminisme génétique en développant l'idée de normativité du vivant. Donc la normativité, dit-il, c'est cette capacité pour le vivant de tolérer des infractions au normal momentané, de dépasser le normal momentané et de créer de nouvelles normes dans des conditions nouvelles. Et il l'exemplifie, il tente de démontrer son hypothèse de la normativité. C'est une thèse très technique, c'est une thèse de médecine, à partir des travaux de Tessier et l'héritier sur les drosophiles sans mouches, les drosophiles sans ailes, pardon. Bon, je ne vais pas développer cela ici, mais ce qui est intéressant, c'est que ces hypothèses sont toujours fondées sur des cas concrets médicaux, mais posent évidemment de grandes questions, puisque cela introduit l'explication du vivant par le concept de finalité ou par le concept de causalité. J'aimerais poursuivre la question d'Élie sur le politique en accentuant la résistance. Quand on lit votre livre, c'est incroyable comme il y a un enchevêtrement de questions liées à la philosophie biologique de Canguilhem et de questions liées à la résistance. Alors effectivement, politiquement, ça commence bien avant 1939, et après 1939 jusqu'en 1945, c'est la résistance. Et vous citez d'autres noms de grands résistants, notamment Jean Cavaillès, notamment Jean Gosset, notamment Rochon, notamment Lucie Aubrac, dont certains, les trois premiers, ont été capturés, questionnés et assassinés. Et juste à côté des chapitres sur ceux-là, il y a un chapitre ou quelques pages sur Sartre. Et donc il y a un entremêlement. Vous parlez de Cavaillès, vous parlez de Gosset, et puis Sartre. Puis vous parlez d'un autre, et puis Sartre. Et là, c'est tout autre chose. C'est pas du tout quelqu'un qui se fait torturer puis assassiner. Vous parlez du contrat avec Pathé Cinéma. Vous parlez des fiestas. Vous parlez, à partir du livre, d'une si douce occupation. Vraiment, il n'y a pas un jugement dans votre livre, mais quand on lit les chapitres, il y a un tel contraste. J'aimerais vous poser la question sur Sartre, la résistance, et Canguilhem et la résistance. Bon, vous avez rappelé qu'effectivement je rapporte des faits et que je ne porte pas de jugement, mais que les faits peuvent porter jugement par eux-mêmes.
Alors, Ça rejoint la question de tout à l'heure sur l'intrinsèque valeur à certains faits. Alors, Jean-Paul Sartre, Georges Canguilhem, Jean Cavaillès, à une année près, sont ensemble à l'École normale supérieure. Cavaillès s'engage dans la résistance, et c'est Cavaillès qui est à l'origine, même si Canguilhem fait remonter son implication pour les questions de résistance à son séjour à Toulouse avec Trentin. Mais c'est en tout cas Cavaillès qui l'appelle à Strasbourg. Je l'ai dit, Strasbourg est replié à Clermont-Ferrand, et qui lui dit que, outre la reprise de ses enseignements, parce que Cavaillès est appelé à Paris, il compte sur lui pour des opérations de résistance qui sont en train de s'organiser dans la région de Clermont-Ferrand, ce que Canguilhem fera. Alors, effectivement, ça n'est pas un secret. Comparativement, la résistance de Jean-Paul Sartre, si elle fut au départ de plume et eut des ambitions plus concrètes, comparativement, est effectivement moins marquée. Et vous évoquez effectivement le matin du 6 juin 1944, où Sartre, à la sortie d'une fiesta, apprend le débarquement. Et effectivement, Canguilhem, à ce moment-là, est dans le maquis au Montmouchet et va s'engager dans l'infirmerie et participer au combat dramatique et à la retraite des blessés. Donc, oui, bien sûr, il y a là une différence dans les engagements. Après cela, Canguilhem n'en parlera plus, et si une étude se poursuivait, on peut effectivement se demander dans quelle mesure certains rapports entre Sartre et Canguilhem ont pu être déterminés par cet engagement ou non dans la résistance, mais il ne faut sans doute pas minimiser non plus une sorte de fraternité de normaliens qui pouvait donner lieu, ça je l'ai vu en consultant les archives, à la fois à des passes d'armes virulentes en public et à des correspondances qui restaient amicales. J'aimerais vous lire 2 lignes. Il y a plusieurs pages émouvantes dans votre livre, notamment lorsqu'il est question de la capture de Jean Cavaillès. C'est très émouvant, la torture, l'assassinat. Et il y a d'autres pages émouvantes aussi concernant ce que vous venez de dire, à savoir sur le mont Mouchet, le massacre à Saint-Just. Et je dois dire que c'est quelques lignes, donc pages 610 à 614, qui sont vraiment formidables, juste quelques lignes. D'abord de Bertrand Saint-Cernin, mais lui-même ne s'attarda pas. On ne retourne pas à volonté dans l'œil tranquille d'un typhon. Lorsque, effectivement, comme vous dites, quasi la majorité se fait assassiner, et c'est lui et un autre compagnon qui, se protégeant dans le ruisseau, ne seront pas assassinés. Puis, il dit une autre phrase, « Canguilhem aurait alors dit, nous avons fait ce que nous devions faire ». Cette phrase, qui est bien plus tardive, qui rappelle cet événement, m'a fait penser au livre de Jean Paulhan, « Le guerrier appliqué ». On fait ce qu'il faut faire, qui est une citation, qui est un livre écrit en 1917, que mentionne Lacan en décembre 1967, où lui aussi, il a pensé à ça, le guerrier appliqué, faire ce qu'il faut faire. Et j'aimerais vous interroger sur cette phrase. Nous avons fait ce que nous devions faire, page 614. Alors c'est effectivement une phrase importante en exergue de l'introduction, et ça me permet de répondre à votre question. Canguilhem a dit, lorsqu'il est effectivement parti s'engager à la fois pour rechercher des blessés lors des combats, cette phrase de Canguilhem est très claire, il dit « Il faut que quelqu'un y aille, donc j'y vais ». Donc effectivement, il ne s'exprimait pas beaucoup sur la question, mais c'est assez intéressant aussi de voir Canguilhem dire « Il faut que quelqu'un y aille, donc j'y vais », pour quelqu'un qui, sur le plan historique, a toujours contesté qu'il y ait des faits établis une bonne fois pour toutes. Et justement, il disait le fait inacceptable, abominable du nazisme n'est pas établi une bonne fois pour toutes,
et il faut le contester. Mais sur le plan moral, Canguilhem, quelque part, montre que ce qui relèverait sur le plan historique de la contingence peut basculer un moment dans la nécessité de l'engagement. Oui, d'ailleurs, on passe d'un il faut un jeu, y aille, donc j'y vais. On passe d'un universel à une prise de position singulière. Mais nécessaire. Et nécessaire. Alors nécessaire. qu'il distingue ce qui, selon lui, est le fait en science, il dit le fait en science relève de loi et de la nécessité. Il dit dans les sciences humaines, c'est un fait, c'est un événement. Mais un événement aurait toujours pu se produire autrement qu'il ne s'est produit. Il est contingent. Or, ce qui est intéressant à voir, c'est que la philosophie de Canguilhem n'est pas qu'une philosophie des valeurs, puisque devant l'inacceptable du nazisme, Canguilhem dit il faut que quelqu'un y aille, donc j'y vais, et il y a là, à son niveau, de l'engagement, quelque chose qui ne relève plus de la contingence, mais de la nécessité. Très intéressant. L'articulation entre contingence et nécessité de l'acte. Absolument. On doit arrêter notre entretien et passer... mais donc, merci, et à la fois pour ce livre qui a l'air d'être sur la philosophie biologique de Canguilhem, mais en fait qui est plus fondamentalement sur les actes de résistance, qui est un enchevêtrement de... Bon, on va passer à la rubrique suivante, Actualité de la psychanalyse, avec Ricardo Celdes qui est en duplex avec nous. Ricardo Celdes, bonjour. Vous êtes le directeur du 15e congrès de l'Association mondiale de psychanalyse qui va se tenir à Paris du 30 avril au 3 mai prochain. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est ce congrès et pourquoi il est si important ? Merci par cette invitation. Je veux vous dire que pour moi, le congrès de l'Association mondiale de psychanalyse est le grand rendez-vous de la psychanalyse de l'orientation lacanienne, parce qu'il permet le rencontre avec les membres de cette école que l'AMP réunit, que l'Association mondiale réunit, mais aussi que de nombreux collègues et participants qui s'intéressent aujourd'hui au travail de la psychanalyse de cette orientation. Et je crois que c'est un moment très, très particulier parce que la psychanalyse est une pratique qui se transmet à partir de l'expérience. Et l'expérience analytique est avant tout une expérience de l'inconscient, tel comme Freud a découvert, que Lacan l'a reformulé. Nous savons tout ça, qu'elle ne se transmet pas seulement par les écrits, qu'elle ne se transmet pas seulement par les livres, par les savoirs, par l'épistémique ou par les concepts, mais aussi par c'est fondamental ça, par le partage de la pratique, par les discussions des cas et par le travail collectif, que c'est une chose essentielle pour les congrès. Ça veut dire que c'est les congrès qui nous permettent ça, et précisément de mettre en commun les expériences, les questions, les problèmes qui surgissent dans la pratique clinique, ainsi que aussi, bien sûr, que les élaborations théoriques qui en découlent. Comment a été reçue l'annonce du congrès cette année ? Cette année, l'écho est très, très importante. Je vais vous dire que plus de 2000, je crois que 2500 aujourd'hui de participants se sont déjà inscrits pour le congrès. Cela montre quelque chose. Cela montre que la psychanalyse reste aujourd'hui un lieu vivant de la réflexion sur les sujets, de la réflexion sur la jouissance, de la réflexion sur le désir et sur les transformations du lien social dans notre époque. C'est fondamental ça, parce que
on peut dire que ce sont les choses qui vraiment sont vivantes pour la psychanalyse. Et comme vous dites, le congrès aura lieu à Paris ou à la Maison de la Mutualité. Que c'est un lieu, à mon avis, qui a une longue histoire pour les rencontres intellectuelles et politiques en France. C'est un espace, à mon avis, remarquable, chargé d'histoire. Je pense que c'est un cadre qui convient à notre congrès parce que c'est très bien à ce type d'événement, parce que c'est un événement où il s'agit à la fois de penser, il s'agit de débattre, de faire avancer les discours analytiques à partir de la réflexion clinique. Et comment se passe l'organisation de cet événement ? Ah bon, là, les travaux de préparation du congrès a mobilisé des collègues de deux côtés de l'océan. C'est incroyable parce que les différentes commissions de travail ont mené un effort intense, vraiment à la fois organisationnel, technique et aussi éditorial. Ça veut dire que c'est un travail collectif qui témoigne d'un vrai désir de partager, de faire de ces congrès un véritable moment d'élaboration pour la psychanalyse aujourd'hui. Et il faut aussi dire que cette préparation a suscité un grand mouvement dans tout le monde, un grand mouvement de travail dans les différentes écoles de cette école, n'est-ce pas? Parce que les échanges, les publications, les discussions qui précèdent les congrès, qui ont précédé les congrès, nous permis d'ouvrir sur un débat clinique très, très riche autour de la question qui nous réunit. Le titre du congrès est « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Formule un peu énigmatique. Que signifie-t-elle, cette formule ? Ah, merci Jean-Claude pour la question. C'est une formule qui souvent surprend. Et c'est sans doute l'un des aphorismes les plus connus de Lacan, mais aussi une de ses formules les plus énigmatiques. Vous savez que ces congrès, c'est le troisième d'un cycle qui a commencé les années précédentes avec deux autres aphorismes de Lacan. La femme n'existe pas et tout le monde est fou. Et quand Lacan dit « il n'y a pas de rapport sexuel », il ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de sexualité dans les êtres parlants, bien sûr. Ce qu'il veut dire est plus précis. Parce qu'il veut dire qu'il n'existe pas une formule universelle qui peut écrire ces rapports entre les femmes et les hommes. Autrement dit, il n'y a pas de complémentarité naturelle qui pourrait garantir une harmonie entre les sexes. C'est une chose complètement d'actualité parce que le langage qui structure la vie humaine introduit toujours une certaine disjonction dans les rapports entre les êtres parlants. C'est une chose que nous conduit à penser que pour cela que l'amour, que le désir, que la sexualité sont toujours marqués pour une dimension d'invention. Si vous me permettez de dire que la psychanalyse rencontre cela tous les jours dans la clinique, que chaque sujet doit trouver sa manière singulière de faire avec ceux qui, dans la relation à l'autre, ne se laissent pas totalement écrire ni prévoir. Et c'est précisément cette dimension d'invention qui nous intéresse dans ces congrès. Et pourquoi cette question est particulièrement d'actualité aujourd'hui ?
Ah oui, 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 c'est parce que nous vivons dans une époque où les formes de lien entre les sexes sont en pleine transformation. Ce sont les débats autour de la sexualité, des identités, des manières de vivre les relations ou de vivre la famille, les familles, qui montrent à quel point ces questions sont devenues centrales dans nos sociétés. Et ça veut dire que la psychanalyse, exactement, ne cherche pas à proposer des modèles ou des normes, comme on vient d'écouter la question qu'on a écoutée d'Aléo, que je vais dire que la psychanalyse ne dit pas comment il faudrait vivre ou aimer, ni avec qui. Elle part plutôt de ce point que Lacan a mis en évidence, qu'il existe un impossible au cœur du rapport entre les êtres parlants. Mais alors, que faire ? Rassurez-vous, Élise, qu'en réalité, c'est impossible n'est pas seulement une limite. Ce n'est pas une limite seulement, c'est aussi ce qui ouvre à l'espace de la singularité. C'est-à-dire que chaque sujet doit inventer sa propre manière de se situer dans les désirs, dans l'amour, dans le rapport à l'autre. Et c'est précisément cette dimension singulière qui est manifeste à notre époque, où les formes traditionnelles du lien, nous pouvons dire, se transforment et où chacun est davantage confronté à la nécessité d'inventer sa propre solution. C'est pour cela que la psychanalyse reste aujourd'hui une pratique précieuse. Elle permet d'écouter ces dimensions singulières, là où on peut dire que les discours généraux ont tendance à uniformiser les expériences. Au fond, c'est ce que la psychanalyse nous enseigne, que là où il n'y a pas de rapport écrit d'avance, il y a toujours place pour l'invention propre de chacun. Oui, c'est tout à fait juste. Donc, au trou de structure, l'invention. Ou, comme dit Georges Canguilhem, que Pierre Dallet nous fait lire, il y a la normativité. Alors, le congrès, pour conclure. Bon, le congrès de l'AMP, justement, ce moment où cette expérience peut être mise au travail collectivement. Je vais souligner complètement ça. Comme dans chaque congrès de l'AMP, l'événement lui-même dépasse toujours ce que l'on peut prévoir. C'est le travail vivant entre collègues qui en donne la véritable forme. Alors, comme vous disiez, nous nous retrouvons à Paris, la belle Paris, et voilà. Tout à fait. Soyons donc canguilhémiens aujourd'hui. On appliquera ce principe. Il faut se mobiliser. Donc j'y vais au congrès de l'AMP. Nous vous remercions Ricardo Celdes, Eva Carrère-Naranjo et Pierre Dallet pour vos interventions. Chers téléspectateurs, à la semaine prochaine, même heure, 18h30. À la semaine prochaine.